Bonsoir à tous. L'objet de la présentation ce soir, ça va être de parler à la fois de React Native et de React. Et en fait, quand on développe des applications mobiles et des applications web, on a souvent des points communs entre les deux. Donc l'idée, c'est de réfléchir en fait à comment on peut faire pour partager en fait des fonctionnalités du code entre les deux applications, soit l'application web et l'application mobile. Pour faire une introduction déjà, peut-être que tout le monde n'est pas habitué à React Native et ce que c'est React Native et qu'est-ce que ça apporte. En fait, React Native, ça a été développé par Facebook. L'idée, ça a été de dire il faudrait pouvoir développer des applications mobiles, autant pour de l'Android que pour de l'iOS. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on doit développer dans deux langages et ce serait d'unifier, en fait, d'avoir un seul langage pour développer sur les deux. Donc en fait, le principe de React Native, en fait, c'est de reprendre les bases de React avec la structure en composants et de tout coder en JavaScript. Et derrière, en fait, on va transpiler le code et l'interpréter pour que ce soit du langage propre à l'iPhone, etc., soit du Java pour Android. Donc l'intérêt de React Native, en fait, il est simple, c'est que, en fait, avec un seul langage, et surtout quand on a déjà des développeurs qui savent déjà faire du JavaScript, on va pouvoir développer du mobile sans avoir besoin de développeurs qui savent faire de l'Android et puis des développeurs qui savent faire de l'iOS. Alors ce qui est important dans tout ça, c'est qu'en fait, ils ont choisi d'avoir un seul langage et que ce langage, c'est JavaScript. Alors ça nous permet quoi? Ça nous permet en fait de reposer en fait toute l'application React Native sur JavaScript. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut utiliser toutes les librairies, ou quasiment toutes les librairies qu'on a en JavaScript, directement en fait dans une application mobile. Ça veut dire aussi que vu que c'est React Native, il porte bien son nom, en fait, on va pouvoir utiliser aussi les third parties qu'on a l'habitude d'utiliser avec React. C'est-à-dire que, par exemple, pour le store, si vous avez déjà fait du React pour le store, très souvent, on utilise Redux, on peut tout à fait l'utiliser avec React Native aussi. Et pareil, pour tout ce qui va être test unitaire, on va pouvoir utiliser, pour les tests fonctionnels, non, mais pour les tests unitaires, en tout cas, on peut utiliser les mêmes librairies, que ce soit des Mocha, du Jest ou autre. Du coup, quand on voit tout ça, on se dit c'est bien parce qu'en fait, du coup, je vais développer une application React Native en JavaScript. Je vais développer une application en JavaScript pour le web. En fait, il y a une base qui peut être commune entre les deux. C'est-à-dire que je peux avoir des choses qui vont être similaires, voire complètement identiques. Mais comment je vais pouvoir faire pour les partager entre les deux? Et donc, c'est l'objet de la présentation. C'est comment on va les partager. Alors, qu'est-ce qu'on peut partager? Déjà, on peut partager en fait toutes les librairies de la communauté. C'est-à-dire que si vous utilisez Redux, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Si vous utilisez, peut-être pas jQuery parce que c'est très dumb, mais des librairies genre Lodash, vous pouvez l'utiliser autant dans React Native qu'en React, etc., etc. Donc il y a beaucoup de librairies qui vont être communes aux deux. Aussi les librairies que vous avez fait pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans une société qui par exemple a une API, vous avez peut-être fait une petite librairie qui permet d'appeler l'API, ça, vous allez pouvoir le partager autant dans l'appli mobile que dans l'appli web. De la même façon, en fait, ce qui est intéressant pour l'API, c'est que tout ce qui est, si vous basez votre librairie d'API sur Fetch, ça marche aussi dans le mobile. C'est-à-dire que en React Native, ils ont adapté l'API Fetch aussi pour le mobile, ce qui fait que ça se base sur les mêmes protocoles pour communiquer avec l'extérieur. De la même façon, en fait, si vous faites du Redux, on va pouvoir partager les reducers, les actions, les sagas, les reselect, etc., etc. Du coup, ça veut dire qu'on peut partager quasiment tout, mais il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Déjà, tout ce qui va être manipulation de DOM, c'est-à-dire que modifier du HTML, du jQuery, etc. En React Native, il n'y a pas de HTML. Ça reste vraiment du natif. Il n'y a pas de HTML, c'est des composants Vue de natif à l'iPhone ou à l'Android, donc il n'y a pas de DOM. Donc tout ce qui va être manipulation de DOM, ça ne fonctionnera pas dans les deux. La deuxième chose, c'est tout ce qui est route. Il n'y a pas d'URL dans une application mobile. Du coup, ça marche pour du web, mais ça ne va pas marcher pour du mobile. Et donc du coup, par conséquent, la view. Parce qu'en fait, quand on fait du React, on fait des composants React. Quand on fait du React Native, on fait des composants React Native. Les deux sont différents. Du coup, quand on arrive avec tout ça, on se dit c'est bien, il y a plein de choses qu'on peut partager, des choses qu'on ne peut pas partager. Comment on va pouvoir avoir une stratégie en fait pour mettre en commun du code et surtout comment on va pouvoir essayer de scaler en fait notre application pour que aujourd'hui on a une application mobile qui est simple, et puis demain elle grossit, elle grossit, elle grossit, puis à côté notre application web elle grossit aussi. Comment on va faire pour que ce soit maintenable dans le temps et qu'on va pouvoir en fait avoir, si l'API évolue d'un côté, ça évolue pour le mobile et pour le web en même temps. Si on a des logiques de pages qui changent, on va pouvoir les faire évoluer les deux en même temps et avoir ce partage-là.
Du coup, l'idée, en fait, c'est de partir des modules. En fait, aujourd'hui, quand on fait du React, alors je sais pas, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà fait du React? Donc, en fait, quand on fait une application React, très souvent, en fait, on part sur une structure un peu similaire à celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on va découper notre code source avec les actions, nos conteneurs, nos constantes, nos composants, etc., nos reducers, etc. En fait, cette structure, en fait, elle est intéressante. Seulement, en fait, quand on va rajouter un container, un reducer, on va le mettre dans le dossier reducer, et puis dans le dossier container. Et on se retrouve, en fait, au bout d'un moment, à avoir plein de fichiers dans notre dossier constante, dans notre dossier container. Alors, dans container, on va commencer à faire les dossiers product, et puis un dossier user, et puis un dossier list. Et on se retrouve avec plein de sous-dossiers. Le problème de ça, en fait, c'est que on se retrouve, en fait, avec un code qui est un peu splitté dans tous les sens. C'est-à-dire que si j'ai une vue qui a besoin d'un reducer, bah, ma vue va être dans un dossier, mon reducer dans un autre dossier. Et si je supprime la view, il faut que je sache que je dois supprimer le reducer qui est associé. Bon, c'est lequel, je ne sais pas. Est-ce qu'il l'utilise ailleurs, je ne sais pas. Donc, du coup, en fait, c'est très difficile à maintenir dans le temps. L'idée, en fait, c'est de splitter en fait, ce code au lieu de le splitter par rapport à sa fonction, dire je vais mettre tous mes reducers ensemble, toutes mes vues ensemble et toutes mes constantes ensemble, c'est de découper notre code en fait, par rapport à la fonctionnalité en elle-même. Donc ça veut dire que si on fait quelque chose comme ça, on va pouvoir avoir quelque chose qui va ressembler davantage à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir, admettons, un dossier module, et dans mon dossier module, je vais avoir un dossier qui s'appelle product list, qui est ma fonctionnalité product list, qui va avoir toutes les actions dont il a besoin, tous les composants dont il a besoin, tous les containers dont il a besoin, tous les reducers, etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a juste créé un niveau d'abstraction qui fait que, à côté de mon module, je pourrais avoir un autre module qui serait genre fiche produit, et dans fiche produit, j'aurai les actions, les composants, les containers qui sont associés à ma fiche produit. Si demain je décide de supprimer la fiche produit, j'ai un dossier à supprimer. Et je sais que tout ce qui concerne la fiche produit va être dans ce dossier-là. Les avantages, du coup, c'est qu'on a toutes les données qui sont concernées par cette fonctionnalité qui vont être au même endroit. Ça devient beaucoup plus maintenable et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que c'est beaucoup plus réutilisable. Et ça, c'est ce qu'on va voir justement pour partager. Du coup, en fait, en faisant cette structure-là, en fait, on serait tenté de se dire, c'est bien de faire les modules. En fait, ce qu'on fait là, c'est un peu comme on ferait un autre module. C'est-à-dire un package qu'on pourrait publier et qu'on pourrait récupérer. L'idée, en fait, c'est pas de le faire comme ça. C'est simplement de préparer notre architecture pour que demain, je puisse le mettre sur NPM. Et dire, tiens, tu peux installer ma product list. Et en fait, tu auras les composants React, les reducers dont il a besoin. Et tu pourrais même mettre toute la partie API pour qu'il chope la donnée. Et mon module, c'est une mini-application qui gère toute la partie produit. L'idée, en fait, c'est que même si on a une structure comme ça, on ne va pas tout mettre sur NPM dès le premier jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas maintenable. Si on commence à publier sur NPM chaque petite brique de notre application, on va se retrouver en fait avec plein de modules. Et en fait, si c'est utilisé par une seule application, déjà le premier jour, c'est utilisé par qu'une seule application. Du coup, en fait, l'idée, c'est juste de préparer le terrain et se dire, voilà, moi, je commence par l'appli web, je vais tout mettre en module, et demain, si je fais une appli React Native, je pourrais prendre ce module-là et je pourrais le réutiliser dans mon appli React Native. En attendant, il est dans mon repo de mon appli web, mais demain, je pourrais le sortir beaucoup plus simplement. Du coup, quand on a un module comme ça, et que ce module, on va pouvoir le publier sur NPM, et du coup, l'installer dans l'application React Native ou l'installer dans l'application React, on va avoir besoin d'utiliser un certain nombre de choses dedans. Donc si on est dans la partie web, on va pouvoir récupérer les vues, c'est ça qui nous intéresse, les composants, les containers. C'est-à-dire que si j'ai un module qui contient des vues, des reducers, des sagas, des constantes, mon application elle va avoir besoin de tout ça. Du coup, il va falloir charger tout ça. Donc on pourrait faire simplement des imports en disant dans mon app.js, je vais importer directement le composant dont j'ai besoin. Je vais importer les sagas dont j'ai besoin. Je vais importer les reducers dont j'ai besoin. Le problème, c'est qu'en fait, quand on fait un système comme ça, alors je ne sais pas si vous avez fait du Redux en général, mais quand on fait du Redux, en fait, on a une espèce de gros objet JSON qui va être notre store. Donc quand on fait un gros objet JSON qui est notre store, donc ce qu'on fait en Redux, en fait, le module a besoin de savoir où est-ce qu'il est dans le store, où est-ce qu'il se situe. C'est-à-dire que moi, je fais un module, où est-ce que je vais m'enregistrer et quand mon composant a besoin de la donnée, où est-ce qu'il va la récupérer. Donc ça, c'est une des problématiques, c'est qu'en fait, notre module,
bah, il n'est pas totalement indépendant. C'est qu'en fait, il a besoin de savoir au minimum où est-ce qu'il va s'enregistrer dans l'application pour pouvoir communiquer. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir mitiger ce problème-là, notamment pour les sagas aussi. Et en fait, une des solutions, en fait, c'est d'utiliser en fait, un pattern de registry. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre module, quand notre module a besoin, donc notre module, il va comprendre tout ce dont il a besoin, mais il a besoin en fait d'une entrée dans le store pour s'enregistrer. Et donc pour s'enregistrer, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer par une registry où il va dire, donc là c'est register reducer, il va dire, bah, voilà, moi je m'appelle myModuleName, mettons product list, je m'appelle product list et je voudrais une place, voilà mon reducer, tu me mets quelque part dans le store, je ne sais pas où, je m'en fiche. Et pareil pour le Saga, j'ai un Saga qui est mon middleware pour gérer mes calls API ou pour faire quoi que ce soit. Bah voilà, je te le donne et j'ai envie que mon Saga il soit enregistré. Donc avec ce pattern là, en fait, là on est dans le module. Le module il ne sait pas où est-ce qu'il est enregistré dans le store. Il ne sait pas comment le Saga est enregistré non plus dans le middleware. Et ça il s'en fiche. Lui il dit juste voilà, j'ai besoin de ça. Mais en fait en s'enregistrant du coup il ne sait pas où est-ce qu'il va être enregistré. Du coup il va y avoir une fonction équivalente. Là on a register reducer. On va avoir une fonction qui va permettre de récupérer l'endroit où il a été enregistré. Ce qui va lui permettre en fait de dire je m'enregistre et après je récupère la donnée. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on a nos modules, on a le module 1, le module 2, notre product list, notre fiche produit, notre user, etc. Ils vont s'enregistrer auprès de la registry en disant bah voilà, moi j'ai besoin d'une entrée dans le store pour mon reducer, j'ai des sagas enregistrés. Et l'application, elle, tout ce qu'elle va faire, elle va juste récupérer les routes dont elle a besoin. C'est-à-dire qu'elle va dire, bon bah, il y aura dans l'application web un routeur, et l'application web, elle va juste dire, bon bah, moi je veux récupérer la route product list, parce que je vais la mettre dans l'application. Par contre, l'autre route, j'en ai pas besoin, je vais pas la mettre. Ce qui fait que notre module, en fait, il va être autonome pour s'enregistrer, et l'application, elle, son point d'entrée dans le module, ça va être juste de récupérer des routes. Et pour une application mobile, ça va être juste d'importer une vue. De dire, bah, le module, en fait, version mobile, elle va juste exporter une vue qu'elle va enregistrer, enfin qu'elle va pouvoir enregistrer et afficher dans l'application. L'avantage du coup, c'est que notre module, en fait, il ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il est dans une appli mobile? Est-ce qu'il est dans quelle application? Est-ce que c'est l'application web 1, l'application web 2? Il ne sait pas. Il ne sait pas et il s'en fiche en fait. Il est totalement standalone, il va juste dire j'ai besoin d'une entrée dans le store et je veux juste enregistrer mes sagas. Mais après, l'application au-delà, je ne veux pas savoir plus. L'intérêt aussi, c'est que c'est facilement supprimable. C'est-à-dire qu'en fait, on supprime le module, bah, tout est supprimé. C'est-à-dire qu'on n'a pas à chercher des réducteurs ou des constantes qui seraient utilisées ailleurs. Aussi, en fait, c'est aussi intéressant en fait, pour pouvoir accéder au réducteur d'un autre module. C'est-à-dire que j'ai mon product list qui va enregistrer de la donnée dans le store, et puis j'ai un autre module qui a besoin de cette donnée-là aussi. Bah, où est-ce qu'il se trouve cette donnée? Bah, en fait, il va passer par la registry. Il va dire, bah, j'ai besoin de cette donnée, le module il s'appelle product list, bah, je vais accéder à l'endroit où il se trouve. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, mais au moins c'est standardisé. En fait, on a une registry qui va référencer tous les endroits où se trouve la donnée de chaque module. Donc c'est très utile en fait pour pouvoir récupérer de la donnée entre les modules. Donc maintenant on va essayer de le voir un peu au niveau code. Là c'était plus de façon abstraite et de architecturalement comment ça se passe. Comment on le code? Alors pour la partie registry en fait, donc pour la partie registry en fait, il y a un module qui s'appelle Redux Register Module qui permet en fait d'enregistrer des reducers et des sagas pour pouvoir en fait y accéder plus tard. Du coup, il va exposer un register module reducer qui permet en fait d'enregistrer un reducer. Donc le premier paramètre va être la clé pour identifier en fait cette entrée du store. Donc en général le nom du module. Il va exposer une fonction qui va être un getter en fait pour récupérer le path où a été enregistré le reducer, enfin la donnée dans le store. Et il va exposer aussi une fonction en fait, pour enregistrer un saga auprès du middleware. Ça fonctionne comment? Bah, ça fonctionne en fait que
dans mon index de product, donc product ça va être mon module, je vais mettre un index.js, et dans cet index.js, en fait, je vais mettre ce que j'exporte. Du coup, je vais exporter juste simplement une fonction, et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste faire un register module reducer, c'est-à-dire qu'elle va dire, je veux m'enregistrer, j'enregistre ce reducer. Et cette fonction, on va l'appeler où? On va l'appeler en fait dans la fonction configure store qu'on a en Redux pour configurer le store. Donc on va juste l'appeler, comme ça on va enregistrer, et si on avait plusieurs modules, on mettrait toutes les fonctions ici pour les appeler. Et une fois qu'on a enregistré les éléments dans la registrie, on va pouvoir faire le create route reducer. Et ce create route reducer, en fait, il va avoir une ligne. C'est qu'en fait, il va utiliser le get reducers du module qui va lui renvoyer la liste de tous les reducers qui ont été enregistrés. Et donc, il va récupérer toute la liste. Et il a aussi besoin d'utiliser le get module reducer key pour savoir où ça se trouve. Et il a juste une ligne. Et là, il a enregistré d'un coup tous les reducers de tous les modules en une ligne. Et l'intérêt, du coup, c'est qu'à chaque fois qu'on va rajouter un module, en fait, on aura juste à appeler la fonction ici, qui est register product, qui dit je register mon module. Ce sera la seule fonction à appeler. Et dans le routeur, importer les routes pour la partie web. Et dans la partie mobile, importer les views dont on a besoin. Donc c'est ça l'intérêt du pattern, c'est qu'en fait, on va avoir des modules qui sont autant de fonctionnalités, qui vont avoir leur reducer, leur saga, leur constante. On va faire un dossier component qui va être du web avec du React, un dossier component avec un dossier mobile qui va avoir du React Native. Les deux pourront utiliser les mêmes reducers, les mêmes actions, les mêmes constantes. C'est-à-dire que notre module, en fait, contient autant les vues React que les vues React Native et les reducers nécessaires pour les deux. C'est-à-dire que notre module contient tout, en fait. Et en fait, ces modules-là de fonctionnalités, qui comprennent, en fait, du coup, toute la partie vue et aussi la partie data de notre fonctionnalité, en fait, de les enregistrer dans une application, ça devient très simple. En fait, on a juste à faire ça et agencer les routes au niveau de l'application ou agencer les vues pour du React Native. Du coup, ça se passe comment en fait au sein d'un composant? Donc là, on prend un composant React ou React Native, d'ailleurs, c'est la même chose du coup. En fait, notre map state tout propre, comment on va faire pour dire je veux récupérer ma donnée? En fait, on va utiliser du coup le get module state. On va lui passer la clé du module auquel on veut accéder, plus le state en entier. Cette fonction, en fait, elle va nous renvoyer l'état du store dont on a besoin. Et après, du coup, on peut aller sur la clé list, par exemple, de ce store-là. Et ce qui vous fait que là, par exemple, j'accède au store de product comme j'accède au store de user. Je peux accéder, en fait, à tous les stores de tous les modules parce que j'ai juste à mettre, en fait, le nom du module que je veux. Alors, par convention, en général, moi, je mets le nom du module, mais après, on peut mettre d'autres noms. On peut même enregistrer plusieurs reducers qui ont des noms différents, c'est pas un problème. Et évidemment, en fait, parce que vous m'avez déjà posé la question, évidemment, ça fonctionne aussi si on veut utiliser reselect. Je ne sais pas si vous utilisez reselect. Parce que dans reselect, il n'y a pas de différence. En fait, au lieu de passer state, en fait, pour récupérer la chose, on va juste faire un get module state, et on peut très bien l'utiliser avec reselect, c'est pas un souci. C'est juste quelque chose qui va abstraire en fait le pass dans le store. C'est juste ça. Du coup, la partie web et la partie mobile, comme je vous disais, en fait, il va y avoir deux points d'entrée différents. C'est-à-dire qu'une appli web, son point d'entrée, c'est les routes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut une fonctionnalité, comment on y accède? Qu'est-ce que l'application veut? C'est une route, c'est ça l'entrée. Dans une application mobile, par contre, ça va être une vue. Ça va être une vue qu'on va dire, tiens, à ce moment-là, je veux que ce soit cette vue-là, et je vais la récupérer dans l'application, dans mon module. Du coup, en fait, si on fait un schéma de notre architecture, l'appli mobile et l'appli web, elles vont partager la registrie. C'est-à-dire que toutes les deux, elles vont avoir Redux, elles vont avoir besoin d'enregistrer des reducers, donc toute cette partie-là, elle va être commune. C'est-à-dire toute la partie store va être commune. L'application web, par contre, elle va importer les routes. Alors, on pourrait imaginer que, par facilité, j'ai fait qu'elle importait les routes que du module 3 et module 4, ce qui est possible. On pourrait avoir des modules qui n'ont pas du tout de vue, mais plutôt juste, en fait, des reducers et de la data sans avoir de vue pour autant.
Mais du coup, elle va importer les routes, c'est-à-dire que le module 3 et le module 4 va définir les routes et va définir les composants associés. Alors après, on pourrait imaginer qu'on gère nos routes au niveau de l'application web ou au niveau des modules. Ça, c'est une question de comment on voit les choses. Et l'application mobile, il manque une flèche, mais l'application mobile, elle récupérait par exemple ici une vue mobile directement dans le module. C'est-à-dire qu'il y aura un composant React Native dans le module 1 qu'elle pourrait récupérer au lieu d'importer les routes. C'est-à-dire que d'un côté, on apporte des routes, de l'autre côté, on va importer des composants. Du coup, un module contient les vues mobiles et les vues web. Ça contient la fonctionnalité autant web que mobile. Ce qui est intéressant à faire, en fait, c'est que dans un module, en fait, on peut mettre un index.js qui nous permet de faire import module / product et on a le résultat d'index.js. Donc ça peut être intéressant, notamment pour la partie Georgist mon reducer. Je le mets dans index.js. Et après, en fait, on peut faire deux fichiers, web et mobile, et en fait, qui vont exporter, eux, le composant qu'on veut exporter dans le module, c'est-à-dire le composant, le container, en fait, qui va être celui de plus haut niveau. Et un en web et un en mobile, chacun exportant. Sachant que web exporte soit des composants React, soit des routes. Ça va voir selon quel pattern on prend. Ce qui fait qu'on peut avoir une structure un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mon dossier component, et je vais avoir un dossier mobile où c'est du React Native, un dossier web où je vais avoir du React classique. On se rend compte qu'on n'a pas les mêmes composants. Donc en fait, dans mon appli mobile, je n'ai pas exactement le même design. Je sais que j'ai la même data, que j'ai les mêmes actions, etc. Mais je n'ai pas du tout la même vue. Donc on pourrait imaginer des composants différents. Et en fait, à la racine, alors je vais retrouver mes actions, j'aurai mes réducteurs, etc. Et je vais avoir deux fichiers mobile et web qui vont être les deux points d'entrée dans mon module. Celui pour le mobile et celui pour le web. Donc là c'est la partie, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu, c'est-à-dire que mon appli mobile, en fait, va récupérer directement le composant, c'est la même chose en fait, c'est exactement pareil. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis celle-ci. C'est juste le schéma des imports, c'est-à-dire que l'application web va importer le container qui est dans list, web list, et qui lui-même va importer web item et web header. Quand on veut importer en fait des modules, des composants entre modules, alors on a vu pour la registry que c'était assez simple, on pouvait juste faire un get module state, le nom du module, et on passait state en paramètre, ce qui nous permettait en fait de récupérer de la donnée à l'intérieur d'un module. Mais parfois dans un module, on a besoin d'une vue qui vient d'un autre module. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on va faire un import et on va pouvoir faire directement le nom du module /web. Alors la question, c'est de se dire, mais là, en fait, si je ne mets pas de relatif, je vais aller dans l'autre module. En fait, on peut très bien configurer Webpack pour dire que quand on tape un nom, donc quand on fait un from, il va chercher dans notre dossier module à nous et dans notre module. Ce qui a comme gros avantage, du coup, en fait, que si demain ça, je décide de le mettre sur NPM, j'ai éventuellement à changer le nom ici, mais j'ai déjà une bonne base de ce que ça va représenter. Donc en fait, dans Webpack, et Rollup aussi, j'imagine, à peu près partout, en fait, on peut changer de dire le node pass, ce qu'on appelle le node pass, où est-ce qu'on va chercher les modules. On peut dire tu vas chercher dans src module, qui est mon dossier à moi, où il y a mes modules à moi, et sinon tu vas chercher dans le module si tu ne trouves pas. Donc du coup, en fait, on peut très bien se dire, moi je suis dans un module user, et j'importe des choses de product. Et du coup, je vais importer les constantes de product et les actions de product directement. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qui fait que quand on a en fait un certain nombre de composants, on peut se retrouver avec des composants qui vont avoir des dépendances entre eux. Et dire, celui-là, il a besoin de ça. Et ça, il y a un très bon outil en fait pour gérer les dépendances après entre modules, c'est le package.json. C'est-à-dire que quand on va commencer à se dire, mon module, j'utilise sur une application React Native, une application React, sur le back-office React aussi que j'ai fait, et j'ai 3 ou 4 applications, en fait, dire que mon module, il dépend d'un autre module, ça se fait très bien avec le package.json. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien dire, mon module, j'ai besoin d'avoir le module user, et il faut qu'il soit installé pour que ça fonctionne. Donc on peut gérer les dépendances comme ça. Mais ici, ça montre que du coup, en fait, même si on a coupé les choses en modules, on va toujours pouvoir en fait communiquer
entre fonctionnalités. Du coup, là, en conclusion, la première chose, c'est, j'en ai peu parlé, mais l'idée, c'est qu'effectivement, quand on va faire du React Native et du React, on a deux applications différentes et qui vont avoir du code en commun. Ça veut dire que le code en commun, les modules, à terme, ils vont être des paquets Node modules. Des paquets qui vont être publiés sur NPM, sur des repos privés, etc. L'idée, c'est qu'en fait, il ne faut pas dès le début se dire je vais tout mettre en package et je vais tout publier sur NPM. Ça ne sert à rien. Première fois, en fait, on commence déjà à développer soit l'appli mobile, soit l'appli web, et on voit ce qu'il y a en commun. Il y a des choses qui sont pertinentes à mettre en commun, et du coup, on va les mettre sur un paquet NPM qu'on va publier, et d'autres non. Et dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Donc, il ne faut pas de facto dire il faut tout publier, il faut le faire au fur et à mesure. La deuxième chose, en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, l'application mère, entre guillemets, l'application React ou l'application React Native, en fait, elle n'a que très peu de logique. Elle va juste instancier des fonctionnalités qui ont, elles, leur logique. Ce qui fait que ces applications, en fait, elles sont le plus bêtes possible. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont juste dire j'enregistre ce module-là, cette fonctionnalité-là, et simplement ça. De la même façon, en fait, le module, lui, il ne sait pas où est-ce qu'il est enregistré. Il ne doit pas savoir où est-ce qu'il est enregistré. Il est juste complètement indépendant. Il dit juste je veux un endroit, et après, je vais pouvoir récupérer ma data à cet endroit. Après, il ne veut pas savoir où, comment, etc. Il est complètement ignorant de où est-ce qu'il va être instancié. Et enfin, en fait, l'intérêt, en fait, c'est de tout ça, c'est de pouvoir dire tout ce que je code au niveau de la data, je vais pouvoir le réutiliser. Et le dernier point qui est important, là, on parle de product list, on parle de product, fiche produit, de tout ça. Il ne faut pas aller dans les trucs trop petits. C'est-à-dire que commence à faire des modules minuscules en disant j'ai un widget, j'en fais un module. Non. En fait, au bout d'un moment, en fait, il faut se poser la question de se dire est-ce que c'est nécessaire en fait de le mettre en module? Est-ce que ça peut être un module qui comprend plein de petits modules? Moi, j'ai l'habitude de faire un module qui s'appelle Common UI, qui comprend des modules de boutons, des modules de tooltip ou quoi, etc. Mais c'est un module, en fait. C'est un module qui comprend plein de composants, en fait. Faire un module par composant et se retrouver avec 2000 composants, c'est immaintenable. Si après, il faut les publier sur NPM, c'est encore plus immaintenable. Donc l'idée, c'est de quand même arriver à des tailles de features qui sont assez macro. Genre, user, ça peut être autant la liste des users qu'une fiche user. Enfin, voilà, c'est quand même pas faire un composant par vue. Et voilà, c'est tout.